Très bien, les gars! Jamais, même en rêve, je n'aurais cru que cette enquête nous mènerait à ce moment précis, et je ne parle même pas du procès. Je fais référence à quelque chose de bien plus important. Avant toute chose, je tiens à vous informer que l'effondrement du gouvernement français a été annoncé il y a seulement 3 heures. Oh d'accord. Oui, voilà, New York Times. Le gouvernement français s'effondre. Encore une fois, la paralysie s'aggrave. Mais je ne veux pas que vous vous laissiez distraire, parce que je pense que c'est en quelque sorte une diversion, un peu. Ils ne veulent pas que vous regardiez Becoming Brigitte, saison 2. Personnellement, je pense qu'Emmanuel Macron veut s'en aller. Non, à la place, ils disent au peuple français de descendre dans la rue. J'espère qu'à ce stade, vous avez compris que ces décisions, comme qui sera président et quand, sont en réalité prises dans une salle de réunion. Si vous ne comprenez pas cela, alors j'espère que ce sera le cas à la fin de cet épisode. Alors, bienvenue à nouveau dans Becoming Brigitte 2. Il se passe beaucoup de choses, les amis, il se passe beaucoup de choses. Je veux que vous me preniez au sérieux quand je dis ça, d'accord? Sérieusement, je n'essaye pas d'être drôle ici. Brigitte Macron ne marche pas normalement. Elle ne marche pas normalement. On peut apprendre beaucoup de choses de la démarche de quelqu'un et je veux que vous prêtiez une attention particulière à la façon dont elle marche en ce moment. Voici un extrait où on la voit sortir d'une boutique à Paris. Regardez bien ici. C'est ralenti pour vous. Regardez simplement les jambes, la posture. C'est intéressant, d'accord? Et bien sûr, pour ajouter à cela, le désormais célèbre extrait de Brigitte en tant que professeure de théâtre, où vous pouvez observer sa façon de marcher, mais surtout la façon dont Brigitte s'assoit. Regardez cet extrait. Et oui, c'est authentique. Il y a quelque chose dans la manière dont Brigitte est assise qui, quand on regarde en tant que femme, on se dit « ce n'est pas comme ça qu'une femme s'assoit, non ?» Nous ne nous asseyons pas de cette façon, jambes écartées. On a tendance à comprendre, en regardant cette image, qu'on voit quelqu'un qui est un mec. Mais ce qui m'interpelle le plus à ce moment-là, c'est la façon dont elle marche en écartant les jambes, n'est-ce pas, quand on la voit sortir du magasin? Je dirais que cette démarche en particulier est assez militaire, car il est difficile, quand on a été longtemps dans l'armée, de se défaire de cet entraînement. Pour vous rappeler, Jean-Michel Trogneux, le soi-disant frère de Brigitte, a un dossier militaire que le gouvernement refuse de divulguer pour une raison quelconque. Il a eu une carrière militaire assez longue, et c'est à ce moment-là que Jean-Michel Trogneux disparaît en quelque sorte. Vous devez également savoir qu'il a été confirmé qu'il détenait le grade de sergent en Allemagne. C'est vraiment relatif. Il détenait le grade de sergent en Allemagne lorsqu'il était au Spires Club. Et nous pouvons le retrouver. Le plus que nous puissions faire pour retracer Jean-Michel, c'est en grande partie grâce au livre de Xavier. Pour récapituler, je vais vous montrer des photos de Jean-Michel Trogneux au fil des années. Le voici en 1953 à l'école à Amiens. Nous avons aussi la photo de 1954 de Jean-Michel à l'école à Amiens. Et enfin, nous avons cette photo de 1955 de lui à l'école à Amiens. Bien sûr, la grande photo, la grande première, c'était de le voir, ce qui a été très difficile à obtenir pour Xavier en 1963. À l'âge de 18 ans, il est en école d'ingénieur. Mais Xavier Boussard révèle dans son livre que cette période, ce moment où il était en école d'ingénieur, a été un peu compliqué. Je veux que vous considériez cette période comme nous le ferions en Amérique, c'est-à-dire comme le lycée. C'est la façon la plus simple de concevoir cette époque. Donc, en 1963, à l'âge de 18 ans, Jean-Michel aurait dû recevoir son diplôme. Au lieu de cela, Xavier Boussard découvre que, pour une raison quelconque, bien qu'il figure sur la photo de classe de 1963, Jean-Michel Trogneux n'avait en réalité pas obtenu son diplôme, et il y avait toutes sortes de bizarreries alors qu'il essayait d'obtenir ses dossiers. Je vais vous lire ceci tiré de son livre. Il a écrit, je cite, « Le document de 20 pages montre,
Et là, il fait référence à ses dossiers scolaires que Jean-Michel Trogneux, alors âgé de 18 ans, l'âge auquel le diplôme est normalement délivré en France, n'avait pas fréquenté l'école les 3 années précédentes. Et il n'avait aucun diplôme, même pas le BEPC qui est normalement délivré à la fin de la 3e année. D'accord, donc c'est étrange. Où était Jean-Michel Trogneux quand il avait 15, 16, 17 ans? Il dit aussi qu'il avait tellement d'absence lorsqu'il était dans cette école. Ensuite, on avance jusqu'en 1967 et à l'âge de 23 ans, on sait que Jean-Michel Trogneux est de nouveau en Allemagne, dans ce club Spire. Je veux aussi que vous sachiez que c'est dans la région du Rhin, d'accord? C'est la région qui a causé beaucoup de remous pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? La Rhénanie allemande. Nous savons aussi, comme je l'ai dit plus tôt, qu'il avait le grade de sergent. Mais Xavier Poussard, dans son livre « Devenir Brigitte », est sans équivoque sur l'identité exacte de Jean-Michel Trogneux. Il veut que vous sachiez que Jean-Michel Trogneux devient Brigitte. Il a écrit ceci, et je cite, « Par conséquent, nous pouvons conclure que Jean-Michel Trogneux vit sous l'identité civile de naissance de sa sœur, Brigitte Trogneux, depuis au moins 1986. » Logiquement, donc, Sébastien, Laurence et Typhon Osier, les enfants de Brigitte, sont administrativement ses neveux. C'est remarquable qu'il ait écrit cela dans le livre, car Xavier Poussard n'a jamais été poursuivi pour diffamation. Pourquoi cela? Pourquoi Xavier Poussard, si cette information est fausse, n'a-t-il pas été poursuivi pour diffamation? C'est un citoyen français. Ce serait le plus logique. C'est un indice, les amis, d'accord? Le président Macron, qui panique en ce moment, n'a pas vraiment pu donner d'explication à propos de ce procès en Amérique. Il a dit que c'était parce que l'histoire était devenue tellement importante en Amérique qu'il devait faire quelque chose. L'histoire était devenue tellement importante en Amérique qu'il devait faire quelque chose. Ça, mes amis, c'est un autre indice. Je vais vous dire une chose, quand on panique, on a tendance à faire des erreurs. Même avant que nous ne commencions cette série, les Macron avaient déjà envoyé des avocats. Ils avaient déjà envoyé des enquêteurs pour se renseigner sur moi. Emmanuel Macron s'est envolé pour les États-Unis afin de parler à Trump peu de temps après. Alors, nous devons nous demander, qu'est-ce qui, en particulier, dans ma voix et dans ma portée en Amérique, inquiète autant le palais de l'Élysée? En retraçant la vie de Jean-Michel Trogneux, Xavier Poussard, sans le vouloir, je pense, est probablement tombé sur ce qui va nous mener à la vérité. Voici ce qu'il a écrit dans « Devenir Brigitte ». Il a écrit, je cite, ou plutôt il a demandé, je cite, « Qu'a fait Jean-Michel Trogneux entre juin 1968 et 1973 ?» Bien que l'on sache peu de choses sur cette période de sa vie, Brigitte a toujours affirmé avoir regardé à la télévision, depuis les États-Unis, l'alunissage américain de 1969. Oui, la réponse est évidente si vous faites attention. C'est que Jean-Michel Trogneux devait forcément être ici, en Amérique, de 1968 à 1973. Ils sont paniqués parce qu'il y a quelque chose ici, aux États-Unis, auquel nous devrions avoir accès. Les Macron avaient vraiment besoin que l'enquête sur la vie et le passé de Brigitte reste limitée à la France, n'est-ce pas? Parce que Jean-Michel Trogneux n'était pas en France pendant ces années-là. Par conséquent, il est peu probable qu'un journaliste français ait pu résoudre le mystère seul. Malheureusement pour les Macron, le destin a voulu que ce journaliste français, Xavier Poussard, fasse équipe avec une Candace Owens très persévérante. Encore plus de panique, encore plus d'erreurs du côté du palais de l'Élysée. Le simple fait de déposer la plainte était une mauvaise idée en soi, mais au-delà de ça, c'était bâclé. MK Ultra, 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 répété 18 fois. Les chiens n'aboient que s'ils perçoivent une menace. Je vais donc rapidement vous rappeler que nous avons trouvé un Jean-Marie Trogneux. Je pense qu'il pourrait s'agir du père de Brigitte, sur un navire en 1961 venant de France, faisant escale au Canada, puis arrivant à Oakland en Californie. Et il se trouve que ce navire en particulier a été impliqué dans un procès cette même année, ce qui nous a permis de savoir quel type de cargaison il transportait. Étrangement, je vous avais dit que ce n'était pas un aimant de 8000 livres, et j'ai demandé, un peu par hasard, que fait-on avec un aimant de 8000 livres? C'est bizarre,
Mon mari a tout de suite dit « c'est du matériel militaire ». D'accord. Intéressant. Aussi, la personne qui était capitaine de ce navire était un homme nommé Guy Choplin. D'accord. Il était aux commandes du navire, et pourtant nous n'avons pas pu trouver de photos de cette personne à part 2 images, dont l'une qui figure dans ses dossiers officiels de capitaine où il ressemble à un enfant. La voici. C'est Guy Choplin là, dans le coin. Tout ce que nous avons pu déterminer à propos de Guy Choplin, c'est qu'il est né en 1910 et qu'il est décédé en 1994. Ah, d'accord. Et puis, j'ai un peu l'impression qu'il a le visage trognon comme les oreilles, mais ce ne serait que de la spéculation. Alors passons à la suite. Ce qui n'est pas de la spéculation, c'est que dans les années 1960, MKUltra battait son plein à travers la Californie. Et notre gouvernement était plutôt dérangé, vraiment dérangé dans ce qu'il essayait de faire avec ce programme. Il s'intéressait spécifiquement, et ce n'est qu'une facette de MKUltra, à l'utilisation d'aimants, je ne plaisante pas, pour pirater nos cerveaux. J'aimerais plaisanter, honnêtement, mais vous devez savoir que parmi les nombreux projets utilisant des aimants, l'un d'eux s'appelait le sous-projet 119. Le gouvernement voulait voir s'il pouvait modifier nos ondes cérébrales en utilisant de gros aimants. Oui, je ne plaisante pas. C'était l'époque d'une psychologie complètement dérangée. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'époque où la psychologie n'était pas dérangée, mais celle-ci était particulièrement spéciale. Ils avaient besoin de voir s'ils pouvaient pirater et contrôler nos esprits, et les électroaimants étaient un élément majeur de l'agenda d'expérimentation MKUltra. Ce projet en particulier, le sous-projet 119, était dirigé par 2 docteurs de l'UCLA qui ont réalisé que les cerveaux émettent de basses fréquences selon les activités respectives. Donc, ils disent « Oh, le cerveau a ses fréquences en action » et ils se demandent alors s'ils pourraient manipuler ces ondes cérébrales électromagnétiquement. L'Université de Stanford a également entrepris des recherches sur les électroaimants au début des années 70. Autrement dit, si vous consultez les annuaires de Stanford de cette époque, ils en parlent beaucoup. Et comme je l'ai dit, je le sais parce que j'ai consulté les archives de ces annuaires. Ils sont très intéressants. Le responsable du programme MKUltra était le docteur Joyeux West. Nous le savons. Et d'après le livre de Tom O'Neill, Chaos, nous savons que Jolly West a fréquenté l'université de Stanford en 1966. Et ce que je vais vous révéler à propos de l'expérience menée dans la prison de l'université de Stanford va vous choquer. Parce que, bien sûr, vous me connaissez. Je suis curieuse. J'ai dû envoyer quelqu'un sur place pour accéder à ces fichiers. Et bien sûr, j'ai aussi dû contacter moi-même l'un des prisonniers impliqués. Mais d'abord, je veux vous donner un peu de contexte sur l'expérience. D'accord? Alors, en réalité, les récits les plus dramatiques concernant l'Holocauste n'ont commencé à apparaître que des décennies après l'événement. En fait, même les histoires à propos du docteur Mengele, un historien israélien, Ephrem Zoroff, a découvert que son image auprès des anciens détenus d'Auschwitz interrogés juste après la guerre était inoffensive. L'ange de la mort, qui a commis des atrocités indicibles, a vu son image évoluer lentement au fil du temps. Et dans cette évolution, les gens ordinaires ont commencé à se demander « Doit-on vraiment croire que tout le monde s'est simplement impliqué et a participé à ce mal? Les gens sont-ils intrinsèquement mauvais? Si vous voyez quelqu'un faire ces choses terribles, allez-vous vous lancer comme tous ces nazis l'ont fait parce que, vous savez, il faut bien justifier les procès de Nuremberg. Vous tuez tout le monde, n'est-ce pas? Et les gens vont se poser cette question. Est-il possible qu'une personne qui n'a jamais fait de mal à qui que ce soit de toute sa vie puisse se transformer radicalement en monstre? Y a-t-il un monstre silencieux qui sommeille en chacun de nous? Eh bien, Philippe Zimbardo, de l'Université de Stanford, a voulu prouver que, oui, dans le bon environnement, très rapidement, les gens peuvent commettre des actes d'une cruauté indicible si tout le monde autour d'eux le fait aussi. Si la direction leur dit « Hé, crève l'œil de cette personne », ils vont le faire, d'accord? Presque instantanément d'ailleurs, sans réfléchir. Ils le font simplement parce que cela vit en chacun de nous. Donc, vous ne devriez pas remettre en question les histoires que vous lisez. Et aussi, vous devriez faire preuve de pardon et de compréhension envers les futures tortures de niveau militaire, comme ce qui s'est passé à Abu Ghraib.
C'est simplement ce que font les gens. Ils deviennent sadiques. L'expérience de la prison de Stanford a été financée par les États-Unis, le Bureau de la recherche navale, et je vais vous laisser écouter Philippe Zimbardo qui va vous expliquer avec ses propres mots comment tout cela s'est mis en place. Écoutez bien. Notre objectif, en 1971, était d'étudier les conséquences comportementales et psychologiques du fait de devenir prisonnier ou gardien de prison. Pour cela, nous avons décidé de simuler un environnement carcéral, à la fois physiquement et mentalement, puis d'observer les effets de cette institution sur tous ceux qui se trouvaient entre ses murs. Nous avons utilisé le sous-sol du bâtiment de psychologie pour mettre en scène notre petite expérience, prévue pour durer 2 semaines. Un ensemble de petits bureaux a été transformé en un environnement carcéral fonctionnel. Il comprenait 3 cellules. Il y avait une salle pour les gardiens, le bureau du directeur, mon bureau de surintendant et un placard utilisé si nécessaire pour l'isolement. Nous avons sollicité l'aide de quelques experts en milieu carcéral pour nous assister dans la conception et la construction de notre prison. Le principal d'entre eux était Carlo Prescott, un ancien détenu récemment libéré après avoir purgé 17 ans derrière les barreaux dans les prisons de San Quentin et Soledad. Nous avons passé une annonce dans le journal de la ville pour recruter des participants à une expérience, étudiant les effets psychologiques de la vie en prison. Ils seraient payés 15 $ par jour. Plus de 70 personnes ont postulé. Elles ont passé des entretiens diagnostiques et des tests psychologiques afin d'écarter toutes celles présentant des signes d'anomalies psychologiques, des handicaps médicaux ou des antécédents criminels ou de consommation de drogue. 24 ont été sélectionnés. Ils étaient tous en bonne santé, normaux, intelligents, issus de la classe moyenne et venaient d'universités de tout le pays. Et, à pile ou face, chacun s'est vu attribuer au hasard le rôle de prisonnier ou de gardien. C'est uniquement le hasard qui déterminait si quelqu'un était choisi comme prisonnier ou comme gardien. Par hasard. Classe moyenne, d'accord. Zimbardo lui-même qualifie l'expérience de drame, alors rencontrons les prisonniers, rencontrons simplement les membres de la distribution, car je pense que c'est assez pertinent. Ce sera très pertinent. Faites attention. Passons-les en revue. D'abord, voici Doug Corpy. Doug a obtenu son diplôme de Stanford en 1989. Son père était franc-maçon, membre de la Société des Fils à la retraite. On peut aussi passer au suivant. Qui avons-nous? Clay Ramsey. Clay Ramsey était dans les Marines et travaillait sur un navire marchand. J'ai pu le faire, soit dit en passant. Vous ne trouverez cela ni dans le livre de Zimbardo, ni dans celui de Le Texier. J'ai découvert ces faits concernant ces personnes. Passons à la diapositive suivante. Richard Yako, prisonnier 1037, son père était Samuel Yako. Samuel Yako était aux États-Unis, Marine. Il a travaillé pour la NASA en tant qu'ingénieur. Richard a produit et réalisé des publicités pour la NASA. Très bien, passons à la diapositive suivante. Glenn G. est diplômé de l'Université de Stanford. C'est le prisonnier numéro 3, 1401. Il avait obtenu un diplôme en génie chimique 1 an avant l'expérience. Il a reçu ce diplôme de l'Université de Stanford. Passons au suivant. Nous avons Paul Baran. Il a travaillé pour Halliburton après avoir obtenu un master et un doctorat à l'Université de Stanford. Son père, avons-nous écrit, pourrait être Paul Baran, l'ingénieur électricien qui a travaillé pour la Rand Corporation. Ensuite, Stuart Levin a travaillé pour Halliburton Energy Services et Standard Oil en tant que géophysicien diplômé de Stanford, titulaire d'un master en sciences de Stanford. Nous avons Jim Roney, numéro 4325. Son père est le capitaine James Roney de la base aéronavale de Moffat, également commandant du navire qui a récupéré Apollo 8. Son père était aussi ingénieur aéronautique et directeur des sciences et de l'ingénierie à l'Académie navale. D'accord, nous avons Jerry Sue qui est le prisonnier 5486. Nous apprenons de Jerry Sue qu'il a passé du temps au Canada avant l'expérience. D'accord, il est originaire de Pennsylvanie et il a abandonné l'université. Enfin, bien sûr, le prisonnier qui nous intéresse ici est Thomas Williams. Thomas Williams était sans abri. Selon Latexier dans son livre, il était étudiant de premier cycle et vivait dans sa voiture avant l'expérience, et c'est tout ce que nous savons. Donc, j'étais intriguée, d'accord? J'étais intéressée. On nous a également informé que l'un de ces prisonniers était en réalité une taupe.
ce qui signifie que le prisonnier travaillait sous la direction de Philippe Zimbardo et jouait simplement un rôle. Ce prisonnier n'était qu'un acteur. J'avais l'intuition que ce prisonnier pouvait potentiellement être le sosie de Jean-Michel Trogneau, le prisonnier 2093. Mais en réalité, nous n'avions qu'un seul indice concernant cette taupe qui nous a été donné par l'un des prisonniers nommé Jonathan Mark, l'un des gardiens, nommé Jonathan Mark, qui a fait un fil Reddit. En 2015, donc il y a 10 ans, il débarque sur Reddit et dit « J'étais prisonnier dans l'expérience de Stanford. Gardien dans l'expérience de Stanford. Posez-moi n'importe quelle question. » Et voici ce qu'il a écrit dans ce post Reddit. Il nous fait savoir que le prisonnier qui a été retiré de l'expérience à cause d'une crise, c'est Doug Corpy, était le frère cadet d'un de mes amis, mais je n'ai jamais eu de contact avec lui par la suite. Lorsqu'il a été retiré, il a été remplacé par un nouveau prisonnier qui était en réalité un étudiant en master travaillant avec Zimbardo, placé comme une taupe pour découvrir ce que faisaient les étudiants prisonniers. Ce nouveau prisonnier, ou plutôt cet étudiant en master, était aussi une de mes connaissances. Donc, même si je ne l'ai pas dénoncé, et je suis sûr qu'aucun d'entre nous n'était censé savoir qu'il faisait partie de l'équipe de recherche, ni que son passé ait jamais été publié à ma connaissance, je savais qui il était. D'accord. Maintenant, j'ai trouvé cela vraiment intéressant. En général, tout d'abord, nous allons revenir sur le moment où il publie ceci en 2015. Il dit très clairement là que la taupe était une de ses connaissances et aussi un étudiant en master. Macron est élu en 2017. Thibault Le Texier, spécialisé en gestion d'entreprise, ayant un parcours en management, publie de façon aléatoire un livre en mars suivant sur l'expérience. Et puis, une Française, Juliette Eisner, réalise ensuite un documentaire sur l'expérience. Mon instinct me disait que ce soudain intérêt très français pour cette expérience n'était en réalité pas dû au hasard. Et je peux vous dire que mon instinct a été confirmé. Dans le livre de La Texier, il affirme que la taupe était un étudiant en master. Il a dit que cet étudiant préparait son master à l'université de Stanford. Il est donc d'accord avec Jonathan Mark lorsqu'il dit cela sur le fil Reddit. Sauf qu'il est clair, La Texier, dans son livre, il nomme la taupe. Il a dit qu'il s'agissait d'un étudiant nommé David Gorchoff. Je suis tombée sur la première erreur. Le problème, c'est qu'une simple vérification m'a permis de savoir que David Gorchoff n'a jamais obtenu ni poursuivi de master à l'université de Stanford. En réalité, David Gorchoff était un étudiant de premier cycle qui avait simplement un cours avec Zimbardo. Donc, pour moi, ça ressemblait à ce que Xavier dit, il faut raconter de petits mensonges pour embrouiller les gens. J'ai eu l'impression qu'il fallait que je confirme qui était la taupe et pourquoi La Texier avait écrit dans son livre qu'il s'agissait de David Gorchoff. C'était bien sûr, comme je l'ai dit, le prisonnier 2093, qu'on appelle le sarge, le sergent, en particulier celui qui m'intéressait. Premièrement parce qu'évidemment, à mes yeux, il ressemble à Jean-Michel Trogneau. De plus, si c'est Jean-Michel Trogneau, il correspondrait à la description d'un étudiant diplômé qui aurait pu travailler avec Zimbardo. Zimbardo parle de cela comme d'un certain degré de jeu d'acteur impliqué. Et aussi parce que lorsque j'accède aux images publiquement disponibles de ce prisonnier 2093, je peux détecter un accent non américain. Écoutez bien ceci, d'accord? C'est une personne, quand je l'entends, qui sait parler anglais, mais qui a du mal avec les R, n'est-ce pas? Il faut faire appel à quelqu'un comme Hugh Laurie, vous savez, la série House. Lui, je n'avais aucune idée que cet homme n'était pas américain. Ça m'a profondément choqué. Mais la plupart des gens, quand ils apprennent une langue, surtout une langue comme l'anglais, ils peuvent avoir un peu de mal avec les R, peut-être en les prolongeant un peu trop. Donc, je vais vous montrer un extrait du sergent, prisonnier 2093, et je veux que vous fassiez attention au schéma de parole. Si nous vous accordions la liberté conditionnelle aujourd'hui, seriez-vous prêt à renoncer à la paix que vous avez gagnée jusqu'à présent? Je pense que la seule réponse possible à cette question serait non, monsieur. Pourquoi? Ma raison à cela serait que si je devais renoncer à la paix jusqu'à présent, cela représenterait une perte encore plus grande de 5 jours de ma vie que cela ne l'aurait été autrement. Je pense que, en d'autres termes, la paix compense le temps.
Non, monsieur. J'ai commencé à réaliser de plus en plus, au cours de ces 5 jours, que le fait d'avoir du temps à consacrer et à étudier pour faire avancer mes études à l'université de Stanford ne pouvait pas être compensé par 15 $ par jour. D'accord. J'ai l'impression que quelqu'un essaye de prendre un accent américain. Et ça va devenir encore plus étrange car, comme je l'ai dit, bien sûr, j'ai dû envoyer quelqu'un à l'université de Stanford pour accéder aux documents. Nous allons faire une courte pause et passer la parole à certains de nos sponsors. D'ailleurs, certains sponsors vont devenir très pertinents au fur et à mesure que l'histoire avance. Tout d'abord, Goldco. Selon des rapports, le président de la Fed, Jerome Powell, vient d'alimenter les espoirs d'une baisse des taux. Et bien sûr, le prix de l'or a augmenté. Au fil des années, nous avons tous connu des périodes difficiles. Nous avons connu une inflation galopante, une dette nationale en hausse, une volatilité des marchés et des guerres sans fin. L'or est réel, il est tangible et il conserve sa valeur depuis des milliers d'années. Contrairement au marché boursier ou à la monnaie, l'or ne disparaît pas quand les politiciens prennent de mauvaises décisions, ce qui arrive souvent. C'est pourquoi je me suis associée à l'entreprise primée Goldco. Ils vendent de l'or et de l'argent et font un excellent travail. Que vous craigniez l'inflation, les dépenses publiques ou cherchiez la tranquillité d'esprit, Goldco simplifie les choses. Voici comment procéder. Rendez-vous sur CandiceLikesGold.com pour obtenir gratuitement votre kit or et argent 2025 et découvrez comment obtenir jusqu'à 10% d'argent gratuit. N'attendez pas la prochaine crise. Protégez votre avenir aujourd'hui. Appelez le 855-815-GOLD ou visitez CandiceLikesGold.com. C'est CandiceLikesGold.com. Je veux aussi vous parler de Just Thrive, car le plus grand secret de santé, c'est que tout commence dans votre intestin. Chaque jour, votre intestin lutte contre les aliments transformés, le stress au travail et les toxines dans l'air que vous respirez. Quand votre intestin va mal, c'est tout votre corps qui le ressent. La plupart des probiotiques ne fonctionnent pas. 99% des marques traditionnelles meurent dans l'estomac avant d'atteindre l'intestin. C'est ce qui rend le probiotique à spore Just Thrive unique. Just Thrive est le seul probiotique prouvé à arriver 100% vivant dans l'intestin. Il fait ce qu'aucun autre probiotique ne peut. Il transforme l'intestin en usine à antioxydants, créant des composés protecteurs où c'est utile. Cela veut dire meilleure digestion, immunité renforcée, plus d'énergie et gestion du poids. Prenez Just Thrive en gélule ou bonbons gélifiés aux fruits rouges. Leur gamme primée propose des compléments pour la santé intestinale, immunitaire et cérébrale. Just Thrive aide les Américains à retrouver la santé avec des solutions scientifiques fiables. Rejoignez la révolution de la santé intestinale et reprenez le contrôle de votre santé sur justthrive.com et économisez 20% avec le code promo Candice. Vous constaterez la différence par vous-même ou vous serez intégralement remboursé sans aucune question. Prenez le contrôle dès aujourd'hui avec Just Thrive. C'est justthrivehealth.com avec le code promo Candice. Je rappelle aussi Tax Network USA. Si vous êtes stressé par des arriérés d'impôts, si vous avez raté la date limite d'avril ou si votre comptabilité est en désordre, n'attendez plus. L'IRS sévit de plus en plus. Les pénalités s'accumulent rapidement. 5% par mois jusqu'à 25% pour non-déclaration. Mais il existe des solutions. Tax Network USA peut vous soulager de ce fardeau et stopper l'incendie avant qu'il ne s'aggrave. Ils ont aidé des milliers d'Américains. Que vous soyez salarié ou que vous n'avez pas fait vos impôts depuis longtemps, ils ont tout vu. Ils savent comment vous aider à résoudre la situation grâce à un accès direct au programme IRS et à des négociateurs experts à vos côtés. Tax Network USA sait comment vous faire gagner avec une consultation gratuite. Si vous êtes éligible, ils pourraient même réduire ou annuler ce que vous devez. Et surtout, ils vous aideront à vous protéger contre les saisies sur salaire ou les blocages de comptes bancaires. Alors n'attendez pas la prochaine lettre de l'IRS. Appelez le 1-809-58 000 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace. Vous avez peut-être manqué la date limite pour les impôts, mais vous avez encore de nombreuses options. Alors laissez Tax Network USA vous aider. Appelez le 1-809-58 000 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace. D'accord. Rappelez-vous, il aurait dû être très facile pour moi de me contredire sur le point du prisonnier 2093. Était-il réellement la taupe? Ce prisonnier était-il l'étudiant diplômé qui travaillait sous la direction de Zimbardo? J'ai donc décidé que nous devions simplement tout apprendre sur Sarge. Vous savez, le prisonnier 2093, le Sarge. Étonnamment, Philippe Zimbardo n'a en fait publié un livre sur l'expérience de Stanford qu'en 2007.
En 2007, il publie le livre intitulé The Lucifer Effect, rien que ça. Et je me demandais pourquoi. Encore une fois, dans le cadre d'une enquête, il faut bien spéculer. Il faut réfléchir, non? Vous avez le droit de réfléchir. Et je me dis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en 2007 qui rendait cela pertinent? Non. D'accord, je télécharge le livre. Si ma théorie selon laquelle il pourrait s'agir de Brigitte tient la route, alors je me demande, est-il possible qu'il soit arrivé quelque chose à Brigitte et ou à Emmanuel en 2007 qui aurait nécessité ce genre de retour en arrière, de réécriture de l'histoire, si l'on peut dire? Et il se trouve que c'est justement l'année où Brigitte et Emmanuel Macron se sont mariés. Ils se sont mariés en 2007. Encore une fois, je réfléchis simplement à voix haute ici. Dans le livre de Zimbardo, il parle beaucoup du sergent. La description qu'il en fait est qu'il obéissait à tous les ordres d'une manière presque tordue qui mettait les gens mal à l'aise. Nous y reviendrons plus tard. Maintenant, certaines choses, encore une fois, auraient facilement pu discréditer ma théorie, comme la description physique que l'on peut trouver, qui est disponible concernant le prisonnier 2093. Quelle est sa taille? Eh bien, physiquement, le sergent était plutôt petit pour un homme. Le sergent mesurait seulement 1,73 m, d'accord? Brigitte Macron aujourd'hui mesure un peu plus de 1,68 m. Et nous savons que les hommes rétrécissent de 2 à 8 cm entre 30 et 70 ans. Nous allons tous dans ce sens, d'accord? Donc, c'est encore tout à fait possible. J'ai donc décidé, comme je vous l'ai dit, que quelqu'un devait accéder au dossier. Quelqu'un doit immédiatement aller à l'université de Stanford. Je vais te mettre dans un avion. Et, oh surprise, nous avons réussi à le faire. Et il y en avait encore plus. Des choses inhabituelles concernant le prisonnier 2093. Tout d'abord, tous les prisonniers impliqués dans les expériences ainsi que tous les gardiens ont dû signer une autorisation de diffusion médiatique. Évidemment, il fallait signer une autorisation de diffusion pour cela. Leur signature, au moment de la signature de ce document, devait évidemment être attestée par un tiers. Tous les prisonniers avaient un témoin tiers, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que Philippe Zimbardo, qui validait leur autorisation de diffusion. À l'exception de Glenn G. et du sergent, connu sous le nom de Tom Williams, tous deux mentionnés dans l'effet Lucifer. Son nom est Thomas Thompson, puis il devient Thomas Williams dans le livre de la Texier. Et la signature indique Thomas C. Williams, mais la seule personne ayant attesté cette signature est décédée et cela aurait constitué un conflit d'intérêts pour une signature de témoin. C'est Philippe Zimbardo lui-même. D'accord. Ensuite, il y avait une boîte à l'université de Stanford qui contient les uniformes de prison. Curieusement, la tunique du prisonnier 2093 manque à l'appel. Il y a une petite chance qu'elle se trouve dans l'Ohio. Nous avons quelqu'un qui va y accéder maintenant. Il reste très évasif sur ce qu'il possède ou non. Mais il suffit de dire que la majorité est censée être à Stanford et ce n'est pas le cas. Peut-être parce que cela aurait contenu de l'ADN d'une certaine sorte si tu transpires dans une prison, non? Il y a aussi dans les archives de Stanford une liste de toutes les adresses correspondant aux prisonniers, car souvenez-vous, ils devaient aller chercher les prisonniers pour leur fausse arrestation. Ces prisonniers devaient être faussement arrêtés afin qu'ils puissent, donc ils ont organisé les lieux où les arrestations auraient lieu. Le prisonnier 2093 est le seul dont l'adresse est indiquée comme étant le premier étage de la bibliothèque des étudiants de premier cycle. Cet homme n'a pas d'adresse. Ah, c'est vrai, il vit dans sa voiture! Impossible de le retrouver de cette façon. On peut toujours revenir au registre d'adresse et fouiller dans les documents. C'est une impasse. Au 4e et 5e jour de l'expérience, Philippe Zimbardo a autorisé les parents à rendre visite à leur fils. Et il existe dans les archives une liste dactylographiée de ses parents qui sont venus. Zimbardo remarque curieusement qu'il n'est pas sûr de savoir qui a rendu visite au prisonnier 2093. Il écrit, peut-être son père. D'accord, regardons l'individu, car il existe un enregistrement de cela qui rend visite au prisonnier 2093. C'est la seule séquence qui a été rendue disponible du jour des visites concernant le prisonnier 2093. Regardez. Il n'y a pas de son sur cette vidéo, mais je ne pense pas que cette personne ait l'air d'être un père. Cette personne a en fait l'air d'avoir peut-être le même âge, exactement le même âge que notre 2093.
D'accord. Il existe aussi une archive numérique, une feuille dactylographiée qui a évidemment dû être tapée des décennies plus tard, où il note que le 2093 a reçu la visite de quelqu'un nommé Warren Farras. D'accord? Warren, nom de famille orthographié F-U-R-A-S. Nous n'avons aucune idée de qui pourrait être cette personne. Cela ne ressemble même pas à un vrai nom de famille. J'ai consulté les archives disponibles en ligne. Je n'ai pas pu trouver une seule personne portant le nom de famille F-U-R-A-S pour commencer à enquêter. Donc, c'est plutôt mystérieux. Et bien sûr, le plus important, c'est de passer en revue ces autorisations de diffusion qui incluaient, comme je l'ai dit, tous les gardiens et tous les prisonniers. Il n'y a aucun David Gorchov qui ait signé une autorisation. Mais je pensais que David était la taupe. Vous auriez sûrement fait signer une de ces autorisations à David s'il avait été votre taupe. Ces images ont été diffusées dans les médias. Donc, en même temps, j'ai demandé à Skyler, mon producteur, de contacter Jonathan Mark, le gardien qui avait fait l'AMA, sur Reddit. Et il a dit qu'il connaissait la taupe, donc la façon la plus simple de me contredire, parce que, honnêtement, je voulais rapidement démystifier tout ça, c'était simplement de lui faire dire « Oui, c'est David Gorchov. Je le connais. » Miraculeusement, nous avons réussi à entrer en contact avec Jonathan Marks. Il nous a dit qu'il était prêt à passer un coup de fil avec moi le lendemain matin, même s'il était en Asie. Donc, c'était la nuit chez nous. Nous l'avons eu au téléphone vers 22 heures, le soir. Et la conversation, Jonathan Mark était précis. Il était descriptif. Il a parlé de toutes les failles de l'expérience de Zimbardo. Il m'a dit qu'il pensait que Latexier avait écrit un très bon livre. Et je lui ai dit, tu vois, j'ai l'impression que Latexier a un peu omis la partie où il s'agissait d'un énorme conflit d'intérêts parce que beaucoup de ces personnes avaient des liens avec l'armée et que l'armée finançait les expériences. Ensuite, je lui ai parlé de cette taupe. Je lui ai parlé de ce AMA sur Reddit qu'il avait fait il y a seulement 10 ans et là, il est devenu un peu hésitant. Il nous a dit que la taupe était, selon lui, mariée à une fille qu'un de ses amis au lycée fréquentait autrefois. Mais ensuite, il nous a précisé qu'il ne se souvenait pas vraiment de grand-chose à propos de la taupe. Il ne se souvient même plus vraiment de son nom. Peut-être que c'est David Gorchov, il n'en est pas sûr. Je n'ai pas eu un bon ressenti à ce moment-là. Alors j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi Jonathan Mark, le gardien, a-t-il soudainement fait ce AMA en mars 2015? C'est près de 45 ans après l'expérience initiale. Ce type surgit et fait un AMA sur Reddit pour parler de cette expérience. Je me repose la question à voix haute. Y avait-il quelque chose de particulier dans la vie d'Emmanuel Macron et Brigitte qui aurait pu être significatif? Et je ne plaisante pas, en mars 2015, la semaine exacte où il a fait ce fil AMA sur Reddit, c'est précisément le moment où Emmanuel Macron est présenté pour la première fois au public français. Vous pouvez le voir sur sa page Wikipédia. Je n'invente rien. Il est écrit « Macron s'est fait connaître du public français après son apparition dans l'émission télévisée française Des paroles et des axes en mars 2015. » D'accord, c'est quand même assez particulier. Je me suis dit que c'était un peu étrange. Continuons simplement. Il faut qu'on réessaie. Et je dis à Skyler, contacte-le cette fois avec une photo très claire de David Gorchov. J'ai maintenant retrouvé cette personne. Cette personne qu'il a décrite il y a 10 ans comme une connaissance. Il était censé, ce type serait soi-disant la taupe. Demande-lui clairement si cet homme, la photo de cet homme, était la taupe dont il se souvient dans l'expérience. Il nous dit qu'il ne sait pas. Il ne s'en souvient plus maintenant. Donc, c'est une impasse. À ce stade, je voulais examiner de plus près la langue du prisonnier 2093, parce que même si l'on maîtrise une langue, il est difficile d'en maîtriser la façon de la parler. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'argot, il y a le dialecte, il y a une certaine aisance et une façon particulière de s'exprimer quand on parle une langue. Donc, on peut toujours repérer un étranger, d'une certaine manière. Ils sont presque un peu trop corrects, c'est un signe. Évidemment, quand on apprend une langue, on l'apprend correctement, on n'apprend pas l'argot. Donc, on décide simplement de jeter un œil à la transcription. On ne peut pas l'entendre dire cela, mais il existe une transcription disponible sur le site des archives de Stanford concernant le sergent. C'est son entretien de sortie. Et on l'interroge sur son comportement, sur le fait qu'il ait obéi à chaque ordre sans exception.
Il ne l'a pas fait, il a simplement fait tout ce qu'il était censé faire. Il dit, vous savez, qu'il aimait en quelque sorte les ordres et le fait d'y obéir. Et nous allons lire un extrait de cette transcription, d'accord? Voilà ce que le prisonnier 2093 a dit, consultons la transcription. Je suppose qu'on pourrait dire que je jouais mon meilleur rôle parce que je crois que la vie, en réalité, dépend du rôle que l'on joue pour déterminer comment on agit dans presque toutes les situations que j'ai vécues. Je peux le décrire en termes du rôle que je joue et du fait d'être en prison, d'avoir à suivre toutes ces règles. C'était l'une des premières occasions que j'ai eues de jouer le rôle fondamental, ou du moins, autant que je puisse comprendre, le rôle de base sur lequel les autres rôles sont construits. Et je ne peux pas me décrire autrement qu'en termes de rôle. Je crois que la chose la plus importante, ce sont les résultats et non les tentatives. Une personne revient vers eux et dit « Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que vous voulez dire par là. » 2093 poursuit. Je veux dire, je changerais pour presque n'importe quel rôle, pas n'importe quel rôle qui peut être construit à partir du rôle de base afin d'accomplir ce que le rôle de base voudrait accomplir, mais ne pourrait pas accomplir seul. Ah, je vois. D'accord. Et puis, il continue et la personne lui demande, d'accord, je comprends. Supposons que la sélection aléatoire ait fait de vous un gardien à la place. Comment pensez-vous que vous auriez pu entrer dans le rôle d'un gardien? 2093 dit « Je pense que j'aurais pu entrer dans le rôle d'un bon gardien. Je pense que j'aurais pu entrer dans le rôle au point d'être satisfait selon les critères de quelqu'un d'autre. » Je ne sais pas. C'est juste bizarre. Est-ce qu'on peut tous reconnaître que c'est bizarre? Tout ce discours sur les rôles, le soi, quoi. Ce n'est pas comme ça que les Américains parlent, d'accord? Certainement pas. Tu veux me faire croire que c'est juste un gars qui était dans sa voiture, qui était étudiant, et qu'on parle de tout le monde sous LSD parce que la CIA en répand partout en Californie. Génération hippie, ouais mec, c'est cool. Ce type débarque et commence à parler du rôle du soi et tout ça. C'est beaucoup trop formel. C'est aussi bizarre. C'est comme s'ils étaient détachés d'eux-mêmes et disaient qu'ils pouvaient jouer n'importe quel rôle. On a l'impression qu'ils se moquent un peu de nous, là. D'ailleurs, tu peux comparer ça à d'autres transcriptions. Et les autres personnes interviewées ont l'air d'Américains. Ils ont l'air décontractés. Voici Jim Roney, prisonnier numéro 4325. Et on lui demande si l'expérience a été difficile pour lui ou non. Il dit que c'est beaucoup plus strict. C'est ma vision d'être prisonnier, quelque chose qu'on voit dans les films, comme quelqu'un qui traîne dans sa cellule. Ici, ça demande un peu plus que ça. Il faut quasiment renoncer à toute individualité. Je fais exactement ce que les gardiens me disent de faire, je suis plutôt obéissant. Et puis la personne fait des allers-retours et on peut voir en parcourant les transcriptions que tout le monde est beaucoup plus décontracté. Alors maintenant, je suis enfermé. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le prisonnier 2093. Je ne sais pas vraiment, mais je sais. Tu vois ce que je veux dire? Je ne plaisante pas en disant que j'ai même prié à ce sujet parce que je sentais, spirituellement, qu'il se passait quelque chose de très maléfique. Et tout cela, je veux être clair, c'est le timing de Dieu, n'est-ce pas? Parce que, naturellement, en ce moment, ce qui coïncide avec tout cela, c'est que nous apprenons et lisons sur Sigmund Freud. Dans mon club de lecture, nous lisons L'assaut contre la vérité. Nous lisons à propos de Sigmund Freud, des abus rapides sur les enfants qui se produisaient à Paris. Comment il a manipulé ses enfants? Il travaillait sous la direction de Charcot à Paris, puis il a inversé la situation en disant « Non, non, ce sont les enfants qui sont attirés par leurs parents ». C'était un abus incestueux. Et dans le prochain livre que nous allons lire, nous allons encore apprendre dans mon club de lecture sur Sigmund Freud, mais cette fois, nous allons découvrir qu'il était un kabbaliste. Il possédait un zohar. S'il y a une chose à savoir sur les kabbalistes, c'est que les chiffres comptent énormément pour eux. La numérologie est importante. Alors je me dis, les numéros des prisonniers, ils ne peuvent pas être aléatoires. Ils sont aléatoires, mais ils ne peuvent pas être aléatoires. Ils doivent forcément avoir une signification. Ils sont partout, n'est-ce pas? Certains ont 3 chiffres, d'autres en ont 4. Il n'y a aucune logique. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Plus que tout, c'est simplement difficile pour vous si vous contrôlez cette expérience. C'est difficile de suivre tous ces numéros.
quand vous voulez juste attribuer à quelqu'un le numéro 3, 4, 5, peu importe, et puis ça me frappe. Tout dans cette expérience est militaire. Ces numéros doivent être militaires. Ils doivent avoir une signification militaire. Et voilà, je suis tellement ignorant en matière militaire, je ne connaissais personne dans la marine. Comment envoie-t-on une lettre à quelqu'un qui est sur une base militaire? Que signifie le fait de mettre un code postal, puis de devoir y ajouter quelque chose? Un numéro d'unité, si vous voulez envoyer du courrier, correspond aux bases militaires. Et voilà que, par hasard, les numéros de prisonniers correspondent justement aux bases militaires de 1971. Et je vais vous les passer en revue tout de suite. Celui de Doug Corby était 8612. C'est le numéro qui avait été attribué à la station d'armes navale de Long Beach, en Californie. Et c'est incroyable, car celui-là m'a pris un certain temps à déchiffrer parce que, apparemment, lorsqu'il s'agit d'un centre médical, d'une installation médicale, il leur attribue ce qu'on appelle des numéros DMIS. Mais encore une fois, Long Beach, Californie. Nous avons ensuite Clay Ramsey, 416, qui correspond à l'équipe d'ingénierie au Vietnam, l'équipe de CB Naval, 416. J'ai trouvé leur annuaire. Je suis en train de le parcourir et je soupçonne que je vais y trouver un visage familier. 1-0. 1037, je vous ai dit que le père de Richard Yoko était dans la marine. Je vous ai dit qu'il était ingénieur. Cela correspond à l'USS Braunstein. Le commandant était Stanley Thomas Counts, qui dirigeait l'ingénierie chez Hughes Aircraft, coq du navire 1037. Glenn G., ce 3401, correspond à l'USS Darter. Le Darter, en 1971, a été déplacé à San Diego dans cette même année pour soutenir les opérations de la 7e flotte. Paul Baran, 5704. Cela correspond aux Forces armées d'Europe, du Canada, au code postal 5074 et au Moyen-Orient. Whit Hubble, nous avons eu du mal à trouver des informations sur Whit Hubble, donc nous ne sommes pas sûrs pour 7258. Quelqu'un parmi vous pourra sûrement me le faire savoir. Nous avons même eu du mal à établir qui est sa famille ou s'il a un lien avec le télescope Hubble. Nous n'avons donc que des points d'interrogation concernant Whit Hubble. Stuart Leven, 819, c'était le poste naval en 1971 en Espagne. Ils ont dépêché l'équipe d'ingénierie MC4. Ils sont arrivés là-bas en juillet de 1971. Jim Roney, 4325. Cela correspond à l'aérodrome de Moffett, à Camp Pendleton. Et je me souviens bien, il s'agit de l'aérodrome fédéral de Moffett. Oui, Mountain View, Californie, désolé, là où est basée la 7e unité d'opération psychologique de la réserve de l'armée. Nous avons aussi Jerry Shoe. Nous avons Camp Pendleton, Californie. C'est bien sûr, aussi une base navale en Californie. Et puis, enfin, mais pas des moindres, et vous n'êtes pas obligé de montrer le prochain parce que je veux en parler directement. Tom Williams, prisonnier 2093. Est-ce une base navale? J'ai une intuition, les gars. J'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'une base navale à laquelle cela correspond, ou plutôt de l'unité navale à laquelle cela correspond, et c'est la seule unité navale de la liste, qui n'est pas américaine. Et il se trouve justement qu'elle appartient à la France. L'île Clipperton. Qui savait qu'il y avait une base navale sur l'île Clipperton? La première chose à laquelle je pense, c'est quoi l'île Clipperton? Je me demande si c'est moi. Mon mari me dit alors qu'il n'a jamais entendu parler de l'île Clipperton. Et c'est fou, parce que mon mari est le roi de la géographie. Xavier Poussard dit qu'il n'a jamais entendu parler de l'île Clipperton. Alors, laissez-moi vous montrer cette île dont apparemment peu de gens ont entendu parler, qui avait une base et une présence navale militaire et qui est une île française. Regardez ça sur la carte. Oui, allons-y. Clipperton, qu'est-ce qui se passe donc sur l'île Clipperton? C'est incroyable. Ouais. Je crois que c'est ce qui a été dit, la seule île française dans le Haut-Pacifique. Je pense que c'est exact. En fait, vérifiez-moi là-dessus. Je me demande ce qui se passe sur l'île Clipperton. Personne ne sait, d'accord? C'est comme si les gens se posaient des questions. Le plus que l'on puisse vraiment trouver, c'est qu'elle a une histoire assez sanglante.
Je crois même que sur ce lien que tu viens de mentionner, il est dit qu'il se passe beaucoup de choses étranges là-bas. Il y a du folklore. Je me demande quel genre de folklore. Pourquoi la France? Que fait la France sur l'île Clipperton? Et maintenant, je commence à être vraiment convaincu que le prisonnier 2093 est louche. Alors Skyler dit « Envoyons simplement un message à Jonathan Marks. Il est ouvert et communicatif. » Demandons-lui carrément à propos du prisonnier 2093. Et bien sûr, on aurait dû faire ça dès le début. Et le sergent était une figure très importante selon le livre de Zimbardo. Tous les détenus le détestaient, soi-disant. Ils lui ont donné ce surnom, le sergent, parce qu'il était tellement militaire. Skyler envoie un message à Jonathan Mark et il lui dit la vérité. Et on a parcouru les dossiers de Stanford. On est un peu frappé par le fait qu'il n'y ait aucune information qui nous permette d'en savoir plus sur le prisonnier 2093. Son nom, Thomas Say. Williams? Pouvez-vous nous aider? Mais qui est ce type? Croyez-moi, il revient avec une réponse et dit, je cite, « Je n'ai aucun souvenir de lui et je n'étais même pas au courant de son existence. » Fermé. Firmer. Ah, je suis désolé. Vous n'étiez pas au courant de son existence? Seuls 9 prisonniers étaient impliqués dans cette affaire. Vous en parlez depuis le tout début. Vous apparaissez dans des magazines. Vous avez participé à des documentaires. Vous avez participé aux documentaires récents à ce sujet sur Hulu. Et maintenant, vous me dites que tout à coup, ce prisonnier que Zimbardo a mis en avant dans son livre, vous ne vous en souvenez pas? Vous ne savez rien sur ce type? Vous avez lu Latexier et Zimbardo, il parle du sergent. Que voulez-vous dire que vous ne saviez pas qu'il existait? C'est plutôt fort. Je sais qu'il existe. Vous ne savez pas qu'il existe? Ce type, ça remonte, il y a quelques détails. C'est le sergent. Tu sais, Thomas, tu ne le connais pas? Il dit, pas vraiment. Rien. Arrêtez tout. D'accord. Très bien. On tient quelque chose, là. C'est le prisonnier 2093 qui est protégé pour sauver au moins une personne. D'accord? Mais la dernière partie de tout ça que je devais résoudre, c'était le mensonge de Zimbardo. Mais le plus gros mensonge qu'il raconte, celui où il dit qu'ils étaient tous de la classe moyenne, c'est quand on a réalisé, comme je vous l'ai dit dans l'épisode de jeudi dernier, que l'un des gardiens, Chuck Burton, était un descendant des Rothschild. Un Rothschild? Des enfants de la classe moyenne? Non, Chucky Burton. Ton grand-père dirige Sears, tu fais partie de la famille Herstatt, comme Herstatt, la banque. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un peu étrange que tu prétendes être un gamin pauvre qui faisait du sac à dos et avait besoin de 15 $. Et maintenant, si j'ai raison et qu'il s'agit de Jean-Michel Troniel, alors cela voudrait dire qu'au moins 2 agents Rothschild, on pourrait dire, peut-être étaient là des liens liés au Rothschild. C'est peut-être une façon plus appropriée de le dire. Chuck Burton et John Michel Chagnon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a chez les Rothschild qui aurait amené ces personnes ici? Historiquement parlant, et là je me fie à mon instinct, je me dis que les Rothschild ne sont vraiment connus que pour se soucier d'une seule chose. Je veux dire, c'est une famille qui existe depuis des générations, mais quand on parle d'or, les Rothschild sont toujours mentionnés, tu vois? Juste d'un point de vue historique. Je sais qu'aujourd'hui, cela est considéré comme de l'antisémitisme, mais c'est juste un fait, tu vois? Ils sont connus pour s'intéresser à la banque. La dynastie bancaire, n'est-ce pas? Et puis je me dis, d'accord, mais évidemment, il ne se passait rien en 1971 concernant l'or. Oh les gars, c'est dingue. Faux. Des choses majeures se passaient. D'accord? Donc avant tout, vous devez savoir que de 1959 à 1969, le président de la France était Charles de Gaulle. D'accord? C'était Charles de Gaulle. Et ce qui s'est passé, c'est que Charles de Gaulle est devenu un peu MAGA à la fin parce que la question de la mondialisation du système de la réserve fédérale commençait à émerger. L'Amérique était déjà passée au système fiduciaire sur le plan national, d'accord? Avant, votre dollar était adossé à l'or. Et puis, ils ont dit, vous savez quoi? On va abandonner ça, on passe un peu à une société de la dette, société. Le gouvernement va en quelque sorte décider, lol, de ce qui existe réellement. L'Amérique s'était déjà éloignée de cela sur le plan national. Mais en 1971, Richard Nixon est président, n'est-ce pas?
Et ils parlent de genre, tenez-vous bien, et on va faire ça à l'international. Genre, on passe complètement au fiduciaire, on va simplement mondialiser ce système de réserve fédérale, n'est-ce pas? Charles de Gaulle était contre cela. Il n'aimait pas du tout ça. Et il commence à dire qu'il ne va pas accepter cela. Et donc, tenez-vous bien, ce qui se passe, c'est en fait une révolution de couleurs. Les gens commencent à manifester dans les rues en France et il doit simplement démissionner. C'est fini, ça doit s'arrêter. Charles de Gaulle est renversé. Sors d'ici, espèce de gamaga. En parlant des préoccupations concernant les citoyens français, en veillant à ce qu'ils ne deviennent pas esclaves de la dette. Tu dois partir. Et à sa place, on installe Georges Pompidou. Georges Pompidou devient le président de la France. Il était d'abord Premier ministre. Il devient maintenant président. Et en 1971, l'année même de l'expérience de Stanford, devinez ce que la France a fait? La France a rapatrié tout son or des États-Unis. Ils ont dit « Rendez-nous notre or. Nous voulons tout notre or. » Et cette armée. Cet effort militaire, évidemment, l'armée a dû transférer cet or physique depuis l'Amérique. À ce jour, il n'a jamais été révélé quels navires de guerre ont été impliqués dans le transport de cet or en 1971 de l'Amérique vers, vraisemblablement, la France. Je ne sais pas si c'est allé en France. Personne ne le sait. Il n'y a aucune réponse quant à l'endroit où tout cet or est allé. Je ne sais pas, mais cela semblerait logique. Peut-être que cela pourrait expliquer que, si vous êtes les Rothschild et que vous vous occupez de banques, vous voudriez vous assurer que des membres de la famille et des personnes très proches de vous soient impliqués dans cette affaire. Je suis obsédée. Je suis obsédée. Je dois savoir ce qui se passe. N'importe quoi. Si vous savez quoi que ce soit sur ce qui se passe sur l'île Clipperton, vous devez m'envoyer un email. Envoyez vos informations à tips@candiceowens.com parce que je suis sur le coup. Si vous avez la moindre information sur le prisonnier 2093, le très mystérieux Tom Williams, vous devez envoyer un email à tips@candiceholland.com pour nous informer. Sachez que nous avons déjà consulté tous les dossiers publics disponibles sur le site de Stanford. Nous savons, je sais que nous sommes proches ici. Et les implications à mesure que je commence à examiner ce qui se passait avec cette équipe CB et ce que ces ingénieurs étaient envoyés faire au Vietnam, ainsi que ce que d'autres équipes impliquées en Corée faisaient, les implications ici sont assez graves. Nous parlons de la réserve fédérale. Si vous voulez vous faire éliminer très rapidement en tant que président aux États-Unis, commencez à dire qu'il faut rétablir l'étalon or. Non, 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 non. Nous allons asservir le monde par les dettes. C'est le but de la réserve fédérale. Jetez à l'œil, prisonneur 2093. Comme je l'ai dit, la chose formidable avec la stupidité de ce procès, c'est qu'elle va nous permettre d'assigner ces informations à comparaître. Je vous envoie sur beaucoup de fausses pistes, mais bien sûr, toute information sur Guy Choplin, ainsi que des informations sur l'origine de ce surnom Thomas C. Williams pourrait provenir. Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec l'armée? Je crois avoir vu qu'il y avait quelqu'un dans l'armée. Nommé Thomas Carroll Williams, peut-être que des personnes peuvent faire des recherches dans les archives nationales. Nous pouvons pousser le récit plus loin concernant l'île Clipperton. Je vous en serai très reconnaissante. Des infos à candiceowens.com, car nous sommes en quelque sorte, en ce moment, l'agence de renseignement décentralisée. C'est pour ça que je porte notre nouvel équipement ici. Agence de renseignement décentralisée Candace. Nous avons pu rassembler beaucoup de ces éléments grâce à vous. Dernière chose que je voudrais que vous me disiez. Encore une fois, nous avons beaucoup de mal à identifier ce Whit Hubbell, à quoi son numéro aurait pu correspondre. Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à envoyer un email à tipsycandaceowens.com. Très bien, je vais faire une courte pause ici pour passer la parole à certains de nos annonceurs avant de répondre à vos questions. Si vous vivez à crédit rien que pour payer les courses, l'essence et les factures, vous savez à quel point ces taux d'intérêt sont brutaux. Pourquoi continuer à payer 20% ou plus aux banques alors que vous pourriez appeler mes amis chez American Financing? En ce moment, ils proposent des taux hypothécaires autour de 5% et montrent chaque jour comment garder plus d'argent dans les poches au lieu de le laisser aux sociétés de cartes de crédit.
American Financing aide les propriétaires à économiser en moyenne $800 par mois en utilisant la valeur nette de leur maison pour effacer leurs dettes à taux élevés, sans frais initiaux, sans engagement et avec un appel de 10 minutes à un conseiller hypothécaire salarié. Voici le meilleur. Si vous commencez aujourd'hui, vous pouvez retarder 2 paiements hypothécaires, ce qui vous donne plus d'argent maintenant. N'attendez pas. Appelez American Financing dès maintenant. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. Je vous parle aussi de Nimi Skincare parce qu'en 2020, il y avait beaucoup de marques qui prenaient des positions très politiques, qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs. Alors j'ai commencé à me demander pourquoi je les soutenais. J'ai examiné les produits chez moi, surtout pour la peau, et c'est là que j'ai découvert Nimi Skincare, car ils partagent mes valeurs. Et leurs produits sont incroyables. Ils fonctionnent vraiment. Nimi, entreprise conservatrice fabriquée aux États-Unis, garantit des soins de la peau pure et sans compromis. L'une de mes routines de soins préférées avec Nimi est leur Clean Transformation Trio. Commencez avec leur Pure Punch Protein Cleanser pour ôter maquillage, crème solaire et impuretés sans agresser la peau, la nourrissant avec protéines et extraits botaniques. Ensuite, vous utilisez le Crystal Clear Toner à l'acide glycolique et hyaluronique pour lisser la texture, affiner les pores et hydrater durablement. Enfin, appliquez la crème hydratante antioxydante anti-âge, votre bouclier quotidien enrichi en antioxydants qui aide à combattre ridules, rides et stress environnemental pour une peau plus ferme et éclatante. Rendez-vous sur nemiskincare.com, utilisez le code CANDICE 10 pour 10% de réduction sur votre commande, car avec Neme, vous soutenez foi, famille et liberté. Et vous obtenez ainsi des soins de la peau qui offrent des résultats anti-âge efficaces. Encore une fois, nemiskincare.com avec le code CANDICEDX. Enfin, je vous rappelle 7 Weeks Coffee, car c'est la marque de café Provi d'Amérique. Ils ont pour mission de financer le mouvement Provi, une tasse de café à la fois, et ils viennent d'atteindre un cap incroyable. Plus d'1 million ont été donnés au mouvement Provi. Pourquoi s'appelle-t-il 7 Weeks? Vous connaissez la réponse. À 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café et c'est aussi le moment où l'on peut détecter un battement de cœur à l'échographie. Il reverse 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide aux femmes enceintes dans les 50 États, offrant des échographies vitales et des ressources aux mamans dans le besoin, ainsi qu'un espoir pour les familles. Tout a commencé avec une idée simple. Vous pouvez utiliser votre café du matin pour défendre la vie. 7 Weeks Coffee, c'est plus qu'un café au goût exceptionnel. Il est sans moisissure, sans pesticides, cultivé à l'ombre et pauvre en acidité. Il est issu de l'agriculture biologique. Il coche toutes les cases. Alors, allez-y. Allez sur 7weekscoffee.com pour économiser 15% à vie en vous abonnant et recevoir un cadeau gratuit. Pour mes auditeurs, utilisez le code CANDICE à la caisse pour 10% de réduction supplémentaire. Cela fait 25% de réduction sur votre première commande, plus un cadeau gratuit. N'oubliez pas que votre commande ira directement au soutien des organisations pro-vie à travers les États-Unis. Visitez 7weekscoffee.com. Utilisez le code promo CANDICE dès aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Où sont mes militaires dans la conversation? D'accord. Où sont mes militaires en ce moment? Je te le dis, tu aurais trouvé la solution bien plus vite que moi. Vous allez me donner encore plus de détails sur les unités dont le code postal est 71. J'ai besoin de mes militaires au plus vite. Dès que possible. Il s'est passé quelque chose d'amusant. J'ai lu Chaos. Encore une fois, Dieu merci que j'ai lu ce livre. Mon ami me l'a envoyé, mon ami Paula. Je l'ai lu. J'apprends des choses sur MKUltra. J'apprends cela. Cela correspond à la torture de personnes au Vietnam. C'est comme si, littéralement, on se contentait de torturer dans des expérimentations sadiques. Et tout mène à ce moment. Tout mène à ce moment. Tropique écrit « J'aimerais que la vraie justice soit rendue. » Moi aussi, vraiment. Aussi, Tropique écrit « Toutes les expériences appartiennent à l'armée. Bonnes et mauvaises. Tout tourne autour de l'armée. » Oui, je pense qu'on vit effectivement sous l'autorité militaire. C'est pour ça que j'ai même remarqué, dans certains de mes épisodes, qu'il y a des bots militaires, littéralement, des gens dont le travail dans l'armée est de dissuader les Américains de regarder certains contenus. On a beaucoup vu ça quand Israël voulait s'en prendre à l'Iran. Tu as soudainement vu une augmentation de bots. C'était tellement rempli de bots. Marbly écrit « Le T-shirt de la CIA est-il un cas de vérité caché en pleine vue? Nous devons poser ces questions. » Peut-être que tu ne le vois pas, mais c'est le nôtre. Tu sais, comme on dit qu'on est la nouvelle CIA, la Candidates Intelligence Agency.
Non, ce n'était pas moi qui disais que j'étais à la CIA. Je disais que nous sommes l'agence de renseignement décentralisée. Et on a sorti cette collection parce que tout le monde disait « Il nous faut une casquette ». Donc, tu peux vraiment aller l'acheter. C'est disponible sur notre site web. On a de nouveaux produits dérivés. C'est évidemment à prendre au second degré. Si je suis à la CIA, mec, je ne sais pas quel est leur objectif. Ce serait complètement fou. Jane Okal écrit « Il faut avoir beaucoup de cran pour être la première dame de France ». Liam Momberg écrit « Amour et lumière d'Afrique du Sud ». Nous sommes avec vous. Jonathan Werner écrit « Et merci, au fait, j'adore l'Afrique du Sud. Il s'y passe beaucoup de choses, beaucoup d'histoires bizarres là-bas et beaucoup d'histoires bizarres qui s'y sont passées. » Jonathan Werner écrit « Salut Candice, continue de répandre la vérité. As-tu vu la nouvelle bande-annonce du film d'horreur biblique, Le Fils du Charpentier? J'aimerais beaucoup avoir ton avis dessus. Je n'ai pas vu la bande-annonce. Je ne regarde plus de films. Je lis plutôt des livres. Je suis tout simplement fascinée par l'apprentissage de la véritable histoire parce que je pense que la vérité, c'est un peu, ce qui s'est réellement passé, les événements de notre monde, c'est évidemment, comme on dit, bien plus étrange que la fiction. Sparky écrit « Ne t'emballe pas trop à propos de l'électroaimant de 800 livres ou de 8000 livres tant qu'on n'en sait pas plus à son sujet. Ils sont couramment utilisés dans les grues, dans les cases de métaux, c'est probablement à ça que ça sert. Ne donnez pas de munitions à Brigitte et compagnie. » Des arguments. Il y en a plus. Il y a plus à dire sur ce navire et ce dans quoi il a été impliqué, mais merci pour votre commentaire. Je ne peux vous en dire qu'un peu par épisode, et ce n'est pas le seul procès où il fut impliqué. Et bien sûr, où il se rendait en Californie et à quelle heure il y allait. Brian Schwartz écrit « Le rôle de base pourrait être un modèle de lavage de cerveau pour les autres prisonniers. » Peut-être. Oui, c'est très étrange. Les interviews que tu regardes avec ce prisonnier, ce qui est rendu disponible, c'est bizarre. C'est juste très, très bizarre. Et ça ressemble à du théâtre. Mary Everett écrit « J'ai eu des symptômes de manque quand tu étais parti. Ne nous refais plus jamais ça. Tu n'as pas droit aux jours de maladie. » D'accord, très bien, c'est juste. J'ai compris. Adventure Fun Times écrit « Egger dit dans son livre que dans les années 1770, la franc-maçonnerie était utilisée pour fomenter la révolution, pas pour pratiquer l'occultisme, et que certaines factions de la franc-maçonnerie étaient mécontentes d'autres factions parce que beaucoup ne pratiquaient pas l'occultisme. Les amis proches de Macron sont des pédophiles. Les amis proches de George Washington étaient des catholiques dévots et des protestants. Il faudrait vraiment qu'on parle de l'histoire américaine. Il est temps de rejoindre. D'accord, c'est quelque chose que nous... Tout ce que vous pensez savoir sur l'histoire américaine est faux, sauf le fait que oui, c'était une affaire de francs-maçons et que ce sont les mauvais francs-maçons qui ont gagné, c'est ce que je dirais. Alaska Doglady écrit « Catholique de naissance qui a quitté la foi pendant des années, je suis revenue en tant que protestante, mais je suis retournée à la messe et l'Esprit Saint m'a poussée à inscrire mes enfants à l'Océique aujourd'hui. Célèbre avec moi. C'est absolument incroyable. Et laissez-moi vous dire, c'est la ressource qui les intéresse le plus. Ce sont nos enfants. Il nous incombe de protéger nos enfants, leur esprit, leur corps et leur âme. Je ne plaisante pas. C'est tellement évident. Nous vivons maintenant dans ce que je décrirais comme un monde post-Epstein. D'accord, où ils sont juste masqués en ce moment. Ils sont masqués en ce moment. Ils essaient d'appliquer la stratégie freudienne du gaslighting pour nous manipuler pendant qu'ils nous maltraitent. Fic, les médias essaient de nous faire croire que nous sommes fous. Pourquoi fais-tu attention? Non. Vous êtes tous devenus masqués. Bien sûr, d'ailleurs, je vous disais qu'il y a cette série qui était très populaire en Amérique. Elle est très populaire, White Lotus, et dans la dernière saison de White Lotus. Il y avait de l'inceste inutile et les gens ont simplement arrêté de regarder. Ils ne voulaient plus voir ça. Et il s'est avéré qu'il y avait une chanteuse de K-pop très populaire qui jouait dans cette saison. Elle n'a pas participé à la scène d'inceste, mais elle n'avait jamais joué la comédie auparavant. Et elle a été intégrée à cette saison en particulier, la saison de l'inceste, pour ainsi dire. Eh bien, il s'avère qu'il pense qu'elle a obtenu ce rôle parce qu'elle sort avec Bernard Arnault, qui, comme nous le savons, gravite dans l'entourage des Macron. Et Brigitte Macron elle-même a remis un prix à cette chanteuse de K-pop. Et en plus de cela, ils viennent d'annoncer que la nouvelle saison de White Lotus sera tournée à Paris. Donc, c'est juste, je ne sais pas, il se passe tellement de choses en ce moment. On se dit juste, je ne sais pas, la France. Mais peut-être que l'effondrement du gouvernement est...
ce qui devait arriver parce que je ne sais pas ce qu'il y a au palais de l'Élysée. Mais ce n'est pas une femme nommée Brigitte Macron. Ce n'est pas une femme, quelle que soit l'imagination. Et cette personne est plutôt malveillante, plutôt sinistre, les choses dans lesquelles cette personne, je crois, a toujours été impliquée. Donc, nous allons continuer à titiller le récit sur l'expérience de Stanford Prison. Envoyez-nous tout ce que vous avez. Si vous voulez soutenir notre agence de renseignement décentralisée, envoyez-nous vos informations à tipsycandaceowens.com. Achetez-vous un chapeau. L'agence de renseignement décentralisée est partout dans le monde, d'accord? Il n'y a aucun moyen de nous arrêter. Nous sommes tous en train de nous réveiller à quel point tout cela est malveillant, malade et sinistre. Mais Brigitte, wow, la pièce maîtresse de tout ça. Pourquoi faire de Brigitte la première dame? Je veux que vous réfléchissiez à cela. Nous allons y revenir demain. Mais c'est quelque chose, non? C'est assez stupéfiant de se dire, d'accord, tu t'en es sorti avec tant de choses. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça doit l'être. Presque théologique, je vais m'arrêter là. On se retrouve demain.